Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette conférence organisée par Nexialo Consulting. Je pense que Nexialo Consulting, qui est un cabinet qui n'est plus à présenter, un cabinet de renom. Je suis Eric Sedji, je suis senior manager et co-responsable de la business unit direction financière, conseil en direction financière. Et je suis avec mes collègues aujourd'hui pour vous entretenir sur le sujet des FRPS, les fonds de retraite professionnels supplémentaires, on va dire, qui est un sujet qui est actuellement d'actualité dans l'industrie des assurances, tout simplement parce que nous avons, on va dire, une très, très grosse problématique qui est imminente, avec des détails qui vous seront donnés tout à l'heure par mes collègues. Donc, je vais déjà laisser la parole dès maintenant d'entrer à mes collègues. Mais avant cela, je vais vous présenter en quelques lignes, en quelques secondes, le plan que nous allons présenter ce soir lors de cette conférence. Premièrement, nous allons rappeler un peu le contexte et les enjeux de la mise en place des FRPS pour dire un peu, en tout cas pour toutes les personnes qui sont nouvelles sur ce sujet, qu'est-ce que c'est que les FRPS, à quoi ça sert, à quoi ça consiste, pourquoi, est-ce que ça a été mis en place. Ensuite, nous allons parler un peu des enjeux de la mise en place des FRPS, en l'occurrence en faisant un zoom sur justement les problématiques capitalistiques que nous pourrons avoir dans les compagnies d'assurance. En troisième lieu, nous allons faire un petit état des lieux de où en sont justement les acteurs dans la mise en place du FRPS, en l'occurrence sur les chantiers qui ont déjà été instruits ou pour ceux qui sont encore en cours d'instruction. Et en fin de compte, dans le petit 4, dans la dernière position, nous allons faire un retour d'expérience sur justement les acteurs qui ont mis en place ou qui sont en train de mettre en place le FRPS, quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent, quelles sont les difficultés et comment est-ce qu'ils arrivent à surmonter ces difficultés. Voilà. Donc, bienvenue en tout cas à cette conférence pour ceux qui viennent de nous rejoindre et je vais laisser la parole justement à mes collègues pour qu'on puisse rentrer dans le détail. Donc, je pense que c'est Arthur qui va justement nous entretenir sur cette partie. Oui. Tu nous entends, Arthur? Oui, je t'entends très bien. Donc Très oui, je vais commencer. Donc juste pour me présenter, donc Arthur Ching, je suis consultant senior au sein de la direction financière au sein du cabinet Nexiologue. Donc pour commencer, je vais vous parler du contexte réglementaire de la mise en place du FRPS et notamment de l'origine du FRPS. Donc il faut savoir que le FRPS est né dans le contexte de la révision de la directive européenne IORP, donc en 2016. Donc, il s'agit d'une directive qui régit les fonds de pension de retraite. Donc, plusieurs raisons ont mené les pouvoirs publics français à la création de ce véhicule, le FRPS, qui est exclusivement dédié aux opérations de retraite supplémentaires. Et in fine, l'objectif était de dynamiser ce marché de l'épargne retraite qui, on le verra, par rapport à la France par rapport aux voisins européens, le marché de l'épargne retraite n'est pas très dynamique. Donc, deux raisons principalement, deux freins en fait, permettent d'expliquer ce manque de dynamisme du marché de l'épargne retraite. D'une part, il existe une distorsion de la concurrence liée à la coexistence de cadres prudentiels distincts. Donc, il faut savoir que l'épargne retraite est principalement gérée soit par des fonds de pension qui va relever de la directive EORP, soit elle peut être gérée dans le cadre de contrats d'assurance vie. Et dans ce cas-là, les contrats d'assurance vie seront sous la directive S2. À l'échelle européenne, c'est surtout la solution des fonds de pension qui a été privilégiée, notamment en Espagne, au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas, alors qu'en France, c'est surtout l'assurance vie qui est primée. Et avec l'entrée en vigueur de S2, début 2016, les assureurs français
ont vraiment pris conscience, pris acte du désavantage par rapport à leurs voisins européens d'être sous S2. Donc, pourquoi S2 est un frein finalement et pourquoi S2 est inadéquat par rapport vis-à-vis du risque lié à la retraite. Donc, juste pour rappel, et comme vous le savez certainement, S2 exige la mobilisation de fonds propres afin de couvrir la probabilité que le risque couvert se réalise sur un horizon d'1 an. Donc, c'est un horizon court. Et quand on le met en face du risque qui est couvert par la retraite, qui est un horizon long, donc on le sait, hein, c'est plusieurs années, voire même plusieurs décennies, cette échéance longue de l'épargne retraite justifie complètement la détention d'actifs de long terme, tels que les SCPI ou les actions, ou encore du non-coté tel que du private, qui peuvent offrir un rendement plus intéressant et donc être plus intéressant pour le client. Donc, il y a principalement, j'ai listé principalement 2 raisons qui permettent d'expliquer le sous-développement de l'épargne retraite en France. Il faut savoir que, d'une part, il existe ce poids historique des régimes de retraite obligatoires. D'une part, le régime de base et deuxièmement, la retraite complémentaire. Donc, ce qui ne pousse pas l'épargnant enfin le client à rechercher d'autres solutions. Et ensuite, il existe une grosse préférence pour les produits d'assurance vie. Donc, d'après les statistiques publiées par l'AIOPA, fin 2019, on voit très nettement une différence par rapport aux pays européens. En France, l'encours de l'épargne retraite n'est seulement que de 270 milliards, alors que, par exemple, au UK, il était de près de 1 900 milliards d'euros fin 2019. Donc, on voit bien qu'il y a un réel besoin de dynamiser ce marché de l'épargne retraite. Donc, pour la suite, toujours dans ce contexte réglementaire, je vais vous parler de la loi Pacte. Donc, la loi Pacte de 2019 a étendu le périmètre des FRPS à la gestion des contrats de retraite groupe à adhésion facultative, c'est-à-dire les PERP, également les retraites individuelles, donc les PER. La loi Pacte impose également un cantonnement des actifs servant d'adossement à ces contrats pairs au plus tard, donc le 1er janvier 2023, tout en y offrant la possibilité d'y transférer d'autres engagements. Donc, ce cantonnement pourra prendre la forme soit d'un canton avec la mise en place d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, soit d'un FRPS. Et lors de ce cantonnement, l'assureur aura le choix de soit y transférer seulement les pairs, soit d'y transférer un périmètre élargi avec d'autres contrats, possibilités offertes par la loi Pacte. Et donc maintenant, je vais laisser la main à mon collègue pour la suite. Bonjour à tous. Peut-être de façon assez rapide, là, on va vous présenter les agréments qui ont été obtenus, mais peut-être pour revenir à ce que disait mon collègue Arthur tout à l'heure. Effectivement, la loi, les FRPS ont été mises en place pour combler un certain nombre de gaps ou de défauts qui résultent d'un certain nombre de facteurs, notamment les facteurs peu rémunérateurs des régimes de retraite actuels, qui est lié au contexte actuel, au contexte qu'on vit, un contexte économique, mais également aux crises économiques qui sont presque à répétition depuis ces dernières années. Mais également à l'allongement de la durée de vie, donc la longévité, qui sont aussi des facteurs qui font que les systèmes de retraite peinent.
Mais également les régimes de base qui sont des régimes par répartition en complément. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a le système SolwebT2 qui est quand même un système pénalisant, en tout cas pour les produits de retraite qui sont à long terme. Les calculs de SolwebT2 qui sont à une vision en an. Ensuite, pourquoi une accélération ces dernières semaines ou derniers mois d'obtention d'agrément? Oui. Si tu peux remonter sur le slide d'avant. Il y a le contexte. Il y a le contexte PACT qui favorise, en tout cas, qui est propice à la création des FRPS parce qu'ils exigent de toute façon aux acteurs de cantonner les produits de retraite, les produits de retraite, soit à une entité juridique dédiée, dont les FRPS, soit à un cantonnement avec une comptabilité auxiliaire d'affectation. Donc ça a poussé les acteurs, ce n'est pas que ça qui a poussé, mais c'est un élément fondamental qui a poussé les acteurs à se pencher davantage sur les régimes, sur les FRPS. Et donc, si on regarde sur le slide qu'on a ici, c'est le slide suivant on observe un certain nombre d'agréments qui ont été délivrés par l'autorité de l'ACPR, de contrôle et de régulation prudentielle. Et ça, c'est pas une liste exhaustive. Il y en a en gros une vingtaine d'agréments qui ont été délivrés récemment et 4 demandes en cours qui, notamment, on peut citer Crédit Agricole, Swiss Life et Lialis qui sont en cours. Mais en tout cas, on observe une grosse poussée sur ces régimes. Ouais. Très bien, merci Habib. Je pense qu'on va partir sur la partie 2. Je vois dans le commentaire Mustapha qui a précisé effectivement Cardiff. Merci Mustapha pour la précision. BNP Cardiff, le banque assureur. Merci. Partie 2 sur les enjeux de mise en place. Raphaël, je te laisse la parole. Non, c'est moi, Eric. C'est moi qui pense. C'est Marine? Ah bah très bien, je te laisse la parole Marine, merci. Pas de problème, merci à toi Eric. Donc bonjour tout le monde, je me présente, donc Marie Letigné, je suis consultante au sein de la direction Actuaria et donc moi je vais vous présenter donc aux côtés de Raphaël donc l'étude de cas qui a été faite. Donc, en fait, cette étude de cas va permettre d'appréhender le gain de capital entre solvabilité 2 et solvabilité 1. Donc, tout d'abord, donc on a émis différentes hypothèses de modélisation. En fait, nous avons un portefeuille fermé de contrats de retraite professionnelle supplémentaires à prestations définies. Donc, c'est un portefeuille de 10 000 assurés. Ces assurés ont en moyenne à la souscription ainsi que leurs conjoints un âge moyen de 60 ans. Donc, ces assurés vont leur être versés donc, des rentes viagères immédiates avec réversion d'un montant de 9 600 € annuellement. Et donc, le taux de réversion a été fixé à 50%. Également, on aurait pu mettre donc des rentes éducation. Cependant, par simplification, nous avons préféré nous cantonner uniquement aux rentes de conjoints. On a également émis l'hypothèse d'indépendance des décès du couple. Voilà. Et également, donc, nous avons choisi de ne pas verser de PB réglementaire. Pour ce qui est donc des hypothèses un peu plus techniques, nous avons fixé le taux technique donc à 0,35%.
Les tables de mortalité qui ont été utilisées dans le cadre de la tarification et du provisionnement des rentes sont les tables TG F05. Et également, donc, nous sommes donc dans le cadre d'un portefeuille fermé à départ immédiat, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de phase de capitalisation. On rentre directement dans la phase de restitution. Et donc, c'est pour ça que les assurés doivent payer une prime unique au départ, donc à la souscription. Et également, il n'y a pas de rachat sur les rentes viagères et les frais généraux ont été fixés à 0,1% des provisions mathématiques. Maintenant, Eric, tu peux passer s'il te plaît. Merci à toi. Maintenant, donc, je vais vous rappeler un peu la méthode de tarification des rentes viagères. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, donc l'assuré doit payer une prime unique. Et en fait, cette prime unique donc, correspond à l'engagement de l'assuré par rapport à l'assureur. Et également, donc, il y a les engagements de l'assureur qui, en fait, correspond d'une part au terme de rente et d'autre part au terme de réversion. Et en fait, il faut savoir qu'à la souscription, il existe un équilibre entre les engagements respectifs des assurés et de l'assureur. Et donc, en fait, cela nous permet en fait, d'estimer la prime unique que l'assuré va payer. Et donc là, nous l'avons estimé, cette prime unique au 1er janvier 2022 à 323 747 €, ce qui permet on peut déduire donc le chiffre d'affaires à la même date. Donc également, vous pouvez voir donc à droite donc le graphique des décaissements. Donc sur ce graphique, on observe donc une courbe bleue. Donc cette courbe bleue correspond au décaissement actualisé au taux technique que nous avons pris dans nos hypothèses de modélisation qui correspond à 0,35%. Et en rouge, on observe donc l'évolution donc au cours du temps des décaissements actualisés, mais cette fois-ci au taux EIOPA. Et en fait, nous avons utilisé un taux EIOPA qui date de juin. Et à cette période-là, il y avait une hausse des taux. C'est donc pour ça, en fait, que le taux EIOPA donc, est supérieur au taux que nous avons utilisé dans notre modélisation. C'est pour cela que la courbe bleue est supérieure, enfin est au-dessus de la courbe rouge. Voilà, donc maintenant, je vais laisser la parole à Raphaël. Merci Marine. Alors moi, je suis Raphaël Conan, je suis co-responsable de notre pôle actuariat conseil au sein du cabinet Nexel Consulting. Alors, pour revenir rapidement sur ce que Marine a dit, en fait, on est effectivement sur un portefeuille en run-off, donc directement en phase de restitution des rentes. Et du coup, pour ce faire, on calcule des primes uniques, voilà. Mais voilà, c'est pas exactement ce qui se fait dans la réalité. Dans la réalité, on a sur des produits d'épargne retraite, on a une phase de capitalisation avant la phase de restitution. Nous avons pris l'hypothèse forte, certes, mais voilà l'hypothèse quand même de passer cette étape de constitution et in fine de calculer des rentes avec des montants, des primes uniques avec des montants élevés, notamment ici dans le cas de notre étude, on trouve une prime unique aux alentours de 320 000 €. Voilà, ça peut paraître énorme, mais en phase de constitution d'épargne réelle, voilà, on se trouve bien dans ce cas de figure-là, à l'échéance de la phase d'épargne pour certains contrats d'assurance. Donc, l'un dans l'autre, on n'est pas aussi déconnant que ça par rapport à la réalité. Alors, pour compléter les hypothèses techniques qui ont été émises par Marine, notamment les hypothèses passives sur les contrats d'assurance et le fait qu'on soit sur un portefeuille fermé. Sur cette slide, en fait, nous proposons des hypothèses concernant les actifs et des hypothèses d'ordre ALM. Sur ces hypothèses d'ordre actif et ALM, on part de 3 scénarios. On considère, on part de l'hypothèse qu'on investit dans un fonds euro qui est alloué de 3 façons différentes. Une première allocation qui est prudente, une deuxième allocation qui est équilibrée, une troisième allocation qui est dynamique.
Sur la première allocation prudente, en fait, on est constitué à 85% d'obligations et à 10% d'actions et d'immobilier, donc qui sont des supports d'investissement beaucoup plus volatiles que les obligations. Et on dispose également de 5% de cash, en fait, dans notre bilan. Sur le scénario équilibré, on passe à 50% de détention d'obligations versus 45% en actifs volatiles et toujours 5% de cash. Et enfin, sur le profil d'investissement dynamique, on passe à 30% d'obligations et 65% d'actions et d'immobilier. Voilà, les hypothèses supplémentaires qu'on effectue, c'est que dans le calcul, enfin de ce cas de type-là, qui était un cas d'école en fait, dans les calculs qu'on effectue de SCR, on exclut tout ce qui est risque de devise, risque de spread, risque de défaut et de concentration, également de contrepartie. L'idée étant bien évidemment d'alléger les calculs et aller directement à l'essentiel du message qu'on veut transmettre. Et on fait l'hypothèse également que depuis la souscription des contrats au 1er janvier 2022, nous avons eu une plus-value de 5% au global sur le portefeuille d'actifs. Et enfin, on fait l'hypothèse de la détention de 30% de notre portefeuille en fonds propres. Alors, pour interagir entre l'actif et le passif, on émet également quelques hypothèses ALM qui concernent la capacité d'absorption des chocs d'actifs qui ont été implémentés dans l'étude par le passif. Voilà, donc sur toutes ces classes d'actifs qu'on a pu étudier, notamment sur les taux, sur les actions et l'immobilier, on part de l'hypothèse que le taux d'absorption en moyenne est de 75%. Si tu peux passer à la slide d'après, s'il te plaît. Oui. Voilà, en émettant ces différentes hypothèses, on arrive à ce tableau-là qui synthétise un peu les différentes exigences de solvabilité qui ont été calculées, aussi bien en solvabilité 2 et en solvabilité 1, qui concerne les FRPS. Voilà. L'idée étant d'avoir une idée en fait de la réduction du capital à immobiliser en passant de l'univers solvabilité 2 à l'univers solvabilité 1 concernant les FRPS. Et sur le risque de marché, on constate en fait que on a, en fonction à mesure qu'on alloue plus de part d'investissement sur les actifs volatiles, notamment sur les actions et l'immobilier, on constate que le SCR de marché, il évolue à la hausse, mais voilà, au profit des SCR actions et au détriment des SCR de taux, ce qui est tout à fait normal. Et sur les SCR de vie, on constate que sur le SCR de mortalité, on a un SCR qui est nul. Ce qui est tout à fait normal aussi parce qu'en choquant à la baisse des contrats des taux annuels de mortalité sur des contrats de retraite, les engagements sont revus à la baisse en cas de choc par rapport à la situation centrale. Du coup, sur le SCR de mortalité, on est nul. Sur les frais, on part de l'hypothèse d'un choc de 10% sur les montants des frais généraux et une hausse de 1% du niveau d'inflation constaté au Q2 2022. Sur la longévité, on choque les QX, c'est-à-dire les taux de mortalité annuels, on les choque de moins 20%, conformément aux spécifications techniques de solvabilité 2. Et après ça, enfin, on effectue un calcul mixant les SCR de marché, les SCR de vie, pour avoir ce qu'on appelle le BSCR, après déduction des effets de diversification. Et au final, on constate en fait que le SCR, pour ce portefeuille de retraite professionnelle, dans le cas prudent, il est de 181 millions, versus 126 millions en solvabilité 2. Donc, pour rappel, en solvabilité 2, ici, étant donné que nous sommes sur un fonds euro,
ce qui se passe, c'est qu'on calcule les provisions mathématiques. Donc, ici, nos provisions mathématiques ont été synthétisées, ont été résumées aux provisions mathématiques au regard de la prime unique. Donc, on n'a pas d'autres provisions mathématiques en dehors de cela. Et vu que nous sommes sur des fonds en euros, les provisions mathématiques qui ont été calculées pour chacun des scénarios ont été multipliées par 4% pour avoir l'exigence de marge de solvabilité, donc pour les différents scénarios qui sont observés. Et donc, dans le cas prudent, on constate que le SCR en formule en solvabilité 2, il est déjà nettement au-dessus de l'exigence de marge de solvabilité qui serait calculée comme capital de solvabilité pour le FRPS. Et dans le scénario équilibré, on passerait de 200 millions de SCR à 126 millions. Et enfin, dans le cas dynamique, on passerait de 253 millions à 126 millions. Donc, on constate que, économiquement parlant, en fait, le passage de solvabilité 2 au FRPS de ces différents portefeuilles de retraite professionnelle est très nettement bénéfique au fonds de retraite professionnel. Si tu peux passer à la slide après. Voilà, donc cette slide, elle synthétise un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, dans le tableau, on rappelle l'exigence de marge de solvabilité, donc le capital de solvabilité en solvabilité 1, et à côté les différentes valeurs de SCR calculées en solvabilité 2 pour les différents scénarios étudiés. Et voilà, sur le graphique juste en dessous, on constate la croissance dont on parle. Voilà, si tu passes à la slide d'après. Voilà. Ici, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a étudié différents scénarios de calcul de provision mathématique. Donc, pour ce faire, étant donné que nous sommes sur un fonds de retraite professionnel à prestations définies, ce qu'on fait, c'est qu'on joue sur les montants des rentes. On les passe d'une rente de 400 € mensuel à 1200 € mensuel. Et en fonction de la valeur prise par la rente dans cet intervalle-là, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule les provisions mathématiques et dans chaque cas d'évolution de la rente, on calcule également les SCR en face dans chacun des 3 scénarios. Et on constate que dans chacun de ces 3 scénarios, et quand on fait évoluer la valeur de la rente, en fait, voilà, notre SCR, il est toujours très nettement au-dessus de notre EMS. Et que, par contre, à mesure que les provisions mathématiques augmentent, on commence à atteindre un point de séquence, notamment avec le SCR prudent. C'est-à-dire que l'EMS commence à être beaucoup plus important que les SCR, en fait, qui ont été calculés dans les différents scénarios. Donc, ça, c'est un petit point d'attention qu'on voulait relever quand même. Et à travers cette étude-là, quand même, ce qui est intéressant à savoir, c'est que l'EMS, l'exigence de marge de solvabilité, est stable. Est un montant stable, quelle que soit l'allocation d'actifs retenu pour le fonds euro, et que le fait que ce TMS soit stable dans ces différents scénarios d'allocation d'actifs pourrait être intéressant en fait pour l'assureur qui met en place le FRPS, parce que ça signifie que le passage en FRPS l'amène à immobiliser moins de capital de solvabilité. Du coup, ce capital immobilisé en moins pourrait être investi à d'autres fins pour notamment voilà, accroître la rentabilité de l'assureur sur d'autres secteurs d'activité notamment. Voilà. Merci.
Merci beaucoup, Raphaël. Merci bien. Peut-être juste en complément par rapport à cette conclusion. Oui, vas-y, Habib. C'est une conclusion à nuancer un peu parce qu'il y a aussi un capital add-on qui peut être appliqué si jamais les tests de résistance ne sont pas concluants. Très bien. Merci beaucoup, Habib. Merci beaucoup, Raphaël. Donc, dans la troisième section, nous allons voir tous les chantiers qui ont été instruits jusqu'à aujourd'hui ou qui sont en cours d'instruction. Nous avions fait un zoom précédemment sur, sur les entités qui étaient en cours d'obtention de leurs agréments ou qui les ont obtenus. Ici, nous voulons présenter un peu les impacts justement que la mise en place de FRPS a causé dans les différentes entités, chez les différents acteurs. Et ces impacts, nous les avons identifiés principalement, on va dire, sur 5 types d'opérations, de direction ou d'entités qu'on va retrouver chez les acteurs, chez les différentes compagnies d'assurance. La première partie on souhaiterait montrer, c'est par exemple la direction juridique et fiscalité, puisque justement l'objectif de la création du FRPS, c'est justement de pouvoir, d'une certaine manière, transférer ce qui existe, ou du moins ce qui existait dans une entité, vers une autre entité. Donc, naturellement, il y a un certain nombre de travaux qui sont à faire, naturellement, à conduire pour pouvoir arriver à ce résultat. Et ces travaux, sur l'aspect juridique, par exemple, il y a tout ce qui est cadrage juridique et fiscal du détourage, c'est-à-dire du transfert des actifs et des passifs vers la nouvelle entité. Naturellement, si on veut créer une nouvelle entité, il faut créer on va dire toute la documentation, donc la création des cabis, des sirènes, des documents relatifs aux AG, voilà. Donc, tous ces aspects qui vont, eux, rentrer qui vont permettre en tout cas à la nouvelle entité de pouvoir fonctionner. On va aussi naturellement prendre en compte les aspects de déclaration fiscale et des reportings qui sont associés, des reportings juridiques et fiscaux. Donc, tout cela a naturellement généré des travaux. Il faut dire que ces travaux ont souvent été assez lourds, ont souvent été coûteux, ont souvent mobilisé des équipes entières. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, hein, quand on le permettra, on rentrera dans la phase suivante. On verra chez les acteurs, chez certains acteurs, quel a été justement ces impacts-là. Ensuite, deuxièmement, sur l'aspect comptabilité et investissement, les différents travaux qu'il y a pu avoir, principalement, ces différents travaux ont porté principalement, comme je le disais, sur l'isolation des actifs et des passifs qui étaient transférés vers la nouvelle entité FRPS via ce qu'on appelle un carve-out. Un carve-out, donc je pense que ceux qui sont plutôt à l'aise sur les sujets des mergers et acquisitions, fusion et acquisition, sauront de quoi je parle, mais c'est tout l'aspect transfert, l'aspect création, l'aspect qui permet de décortiquer des flux dans une entité existante, identifier ceux qui sont à transférer et pouvoir les transférer. Et donc, ça aussi, naturellement, ça implique la mise en place de nouveaux schémas comptables pour pouvoir alimenter les grands livres et tous les reportings associés, par exemple les états des placements, qui vont justement permettre à la nouvelle entité de pouvoir bien fonctionner. Il y a aussi la mise en place des pistes d'audit pour permettre au commissaire aux comptes éventuellement de pouvoir venir regarder et retracer toutes les informations dans la nouvelle entité, mais aussi dans l'entité qui existait, dans l'entité principale, si on peut le dire. Il y a aussi la mise en place de tous les systèmes de production d'états financiers et de documents extra-financiers. Voilà. Troisièmement, troisième grand chantier qui a pu avoir lieu, c'est sur les aspects IT. Donc, sur ça, il y a forcément, puisque naturellement, la nouvelle entité devrait fonctionner de manière autonome avec elle-même ses propres états, ses propres flux qui seront traités, donc naturellement, ses propres, on va dire, systèmes. Donc, il y a forcément un travail de revue et de reparamétrage des systèmes existants, de sorte à pouvoir prendre en compte la création de la nouvelle entité. Il y a aussi des travaux de refonte de tous les processus d'alimentation, de traitement et de restitution des flux de la nouvelle entité, je le disais tout à l'heure. Il y a aussi des travaux de revue, de mise à jour de systèmes de gestion, de systèmes comptables. Par exemple, dans les systèmes comptables qui existent, il faut créer justement la nouvelle entité avec un code identifiant
avec justement des schémas d'alimentation, comment on va dire ça, des états relatifs à cette nouvelle entité. Donc, tout ça, ce sont des travaux justement que les acteurs ont dû prendre en charge pour justement mettre en place cette nouvelle entité FRPS. Côté actuariat, les collègues vous en ont parlé tout à l'heure. Il y a eu pas mal de travaux aussi. On fera un tout petit zoom justement sur cet aspect. Mais les travaux principaux qui ont eu lieu, entre autres, ce sont les travaux de décantonnement des portefeuilles, comme le collègue disait tout à l'heure. La plupart des contrats de retraite étaient logés dans des cantons. Donc, il a fallu justement décantonner pour pouvoir transférer justement tous ces contrats dans la nouvelle entité. Il y a eu des travaux de réajustement de la stratégie ALM, des besoins de trésorerie, de la réalisation des études d'équité. On en parlera un peu tout à l'heure. Je ne sais pas si Habib, toi, tu veux donner quelques mots un peu sur cette partie actuariat. Tu seras peut-être beaucoup plus fourni que moi. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, pas vraiment. Je pense que ton explication est assez complète. Sur la partie passif, il n'y a pas eu de gros soucis parce que tout était géré en modèle point, donc c'était assez bien facile. Par contre, sur la partie actif, oui, le détourage des actifs, il y a eu quand même pas mal de travaux et d'allers-retours qui ont été effectués, là-dessus. Sur la partie modèle en tant que tel, il n'y a pas eu de gros changements sur la partie modélisation. Par contre, oui, sur la partie reporting, oui, il y a eu quand même quelques chantiers qui étaient un peu lourds. Ensuite, il y a aussi des problématiques qui sont toujours en cours, hein, notamment, par exemple, la PPE, l'allongement de la PPE de 8 ans à 15 ans, qui je pense quand même, qui n'est pas encore finalisé, en tout cas de ce qu'on voit développer. Sinon, il y a tous les processus de reporting qui est assez similaire à Solum T2, la partie pilier 2, pilier 3 qui reste et qui n'a pas beaucoup changé. Très bien. Merci beaucoup, Habib. Et pour terminer, justement, on va dire une des directions aussi, un des départements des acteurs qui a subi pas mal de transformations, c'est le contrôle de gestion et le pilotage, puisque maintenant on a deux nouvelles entités au lieu d'une seule qui était principale, on devra forcément mettre en place de nouveaux KPIs qui sont adaptés justement au pilotage stratégique, au pilotage de la performance de la nouvelle entité. Il y a aussi une revue des hypothèses de projection des flux de trésorerie futurs et naturellement du bilan prévisionnel, puisque la nouvelle entité devra fonctionner, comme je le disais tout à l'heure, de manière autonome, que ce soit sur les états financiers PNL ou états financiers bilanciels. Ensuite, naturellement, la refonte des reportings périodiques, puisque voilà, il y a des reportings qui étaient faits de manière hebdomadaire ou mensuelle ou même trimestrielle, et ceux-là, naturellement, devront subir des ajustements pour pouvoir prendre en compte justement l'effet de transfert. Et enfin, il y a la revue et l'adaptation des processus budgétaires et l'allocation des coûts, puisque avant, c'était des choses qui étaient faites de manière centralisée au niveau de l'entité principale. Mais maintenant, il faudrait prendre en compte tous ces aspects à plusieurs échelles. Voilà. Est-ce qu'à ce niveau, quelqu'un aurait des questions? Des compléments? C'est tout bon? Parfait. Donc, on va passer à l'étape suivante qui fait un petit zoom justement sur les aspects purement actuariels. Donc, je vais passer la parole à Amine pour nous éclairer sur ces sujets. Donc, bonjour à tous, Amine Oraoui, je suis consultant dans la practice. Oui, bonjour. Amine Oraoui, du coup, je suis consultant dans la practice actuariat de Nexialog. Donc, comme vous le savez sans doute déjà, tous les acteurs qui ont pu obtenir l'agrément ACPR ont dû réaliser plusieurs études. Ces études ont dû permettre, premièrement, de certifier la conformité du périmètre qui a été transféré, c'est-à-dire bien sélectionner les passifs qu'on transférés, justifier les différents choix et sélections des portefeuilles et contrats qui ont été arbitrés. Il fallait aussi pouvoir identifier les différents enjeux, notamment d'un point de vue réglementaire, et aussi analyser les hypothèses qui ont été retenues pour la construction du bilan comptable. Ensuite, deuxièmement, les études qui ont été menées ont dû permettre de s'assurer de l'équité du périmètre qui a été transféré.
Donc avec l'analyse de la méthode qui a été utilisée pour détourer les actifs, comme précisé tout à l'heure Eric, il fallait du coup, entre autres, maintenir des niveaux globaux de plus-value latente équivalentes sur les deux périmètres et aussi garder une allocation d'actifs diversifiée sur les deux périmètres. Il y a aussi les études d'équité à mener qui garantissent un traitement équitable entre les assurés du FRPS, enfin du nouveau FRPS et ceux qui restent sur l'ancien régime, et ça du coup en suivant différents scénarios de stress. Donc hormis le scénario central, il y avait le scénario avec un moindre rendement des actifs amortissables. Ce scénario était également appelé le scénario de baisse des taux d'intérêt. Il y avait le scénario aussi avec la baisse des rendements financiers des actifs non amortissables, où là, le niveau des rendements des actifs non amortissables a été diminué de 30%. Et puis enfin, le dernier scénario, c'était le scénario de longévité, où il fallait imaginer que le taux de mortalité à tout âge a été diminué de 10%. Et du coup, enfin, en troisième position, les études qui ont dû être menées pour obtenir l'agrément CPR devaient ou ont dû permettre la valorisation de l'entité FRPS qu'on souhaitait. Donc avec tout d'abord l'analyse des hypothèses qui étaient retenues, la mise en perspective des méthodes retenues avec les textes réglementaires, puis la vérification de la cohérence du modèle selon le niveau de capitalisation en fonds propres choisi. Et il fallait enfin s'assurer que le niveau de couverture des entités qui ont été créées après le transfert soit en adéquation avec leur exigence de solvabilité. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le régime prudentiel a de nombreux points communs avec S2, notamment les trois piliers. Donc le pilier 1 qui reprend le principe du premier pilier de S1 avec l'exigence de marge de solvabilité, le pilier 2 qui impose au FRPS de mettre en place un système de gouvernance efficace, et puis le pilier 3 qui porte du coup sur la publication annuelle des informations sur lesquelles les deux premiers piliers sont basés. Par contre, les FRPS n'ont pas à produire de bilan S2, mais uniquement des comptes sociaux dans le respect des normes françaises. Donc, juste à titre d'exemple, les produits qui ont été éligibles pour tous les acteurs qui auront obtenu l'agrément ACPR sont d'une part pour les collectifs les articles 82, 83, 39, les pairs, les IFC. Pour les individuels, donc tout ce qui est Madelin Perp. Et voilà, je pourrais finir ici là-dessus. Parfait. Merci beaucoup, Amine. Merci bien. Alors, donc, très rapidement, nous allons passer à l'étape suivante. Donc, sur cette partie, nous voulons faire un retour d'expérience des acteurs, justement pour voir un peu comment est-ce que s'est passé la mise en place de FRPS chez ces différents acteurs, notamment, principalement sur les chantiers que j'ai cités tout à l'heure. Et pour ce faire, nous avons avec nous donc Christine Oliver. Je ne sais pas si tu nous entends, Christine. Oui, oui, bien sûr. Bonjour à tous. Bonjour Christine, merci d'être venue. Donc, je vais te laisser te présenter en quelques secondes et ensuite présenter un peu justement comment ça s'est passé chez toi, la mise en place de FRPS, quels étaient les chantiers qui ont été les plus actifs sur lesquels justement tu es intervenu. Donc, je vais te laisser te présenter d'abord. Donc, je suis Christine Oliver, je suis la responsable de service de la comptabilité technique assurance de Crédit Agricole Assurance. Et plus particulièrement, là, ce qui nous intéresse, c'est le cas de prédicat, puisque des produits des contrats de prédicat vont passer FRPS dès demain, puisque c'est la création de l'entreprise Crédit Agricole Assurance Retraite va être créée demain. Alors, comment ça s'est passé? En fait, il y a déjà eu une décision stratégique qui est venue de la direction générale, qui a été de demander la création d'une entité FRPS. Associé à ça, on a fait un cadrage pour voir en fait qu'est-ce que ça impliquait de créer ce FRPS. Déjà, de lister tous les produits qui étaient éligibles. Parce que ce n'est pas tous les produits de retraite qui sont éligibles. Donc voilà, donc on a dû lister avec les actuaires tous les produits qui étaient rattachables à cette entité.
Et ensuite, dans le cadrage, ce qui a été fait aussi, c'est qu'on a étudié la manière de transférer ces contrats, de les faire vivre dans cette nouvelle entité en coûtant le moins cher, parce que on a quand même des contraintes budgétaires qui sont fortes, comme dans toutes les sociétés. Donc, par rapport à ça, on a imaginé un système qui, en fait, n'impactait pas les systèmes de gestion, c'est-à-dire que les systèmes de gestion restent comme ils sont, il n'y a aucune évolution pour eux. Par contre, l'évolution va porter surtout les systèmes en bloc aval de ces systèmes de gestion. À savoir qu'on s'est dit que c'était le produit qui allait être le conducteur de cette nouvelle entité. Et donc, dès l'instant où un produit est identifié FRPS, il va être attaché à un code établissement, parce qu'on est dans Oracle au niveau de la comptabilité, et on a une clé comptable flexible qui est assez fournie. Et dans cette clé comptable, en fait, on a un code société qui nous permet déjà de cantonner, par exemple, les PERP ou les RPS. Et là, ça va nous permettre de cantonner la société FRPS. Donc, ça ne fait que du paramétrage, que ce soit au niveau des blocs aval ou au niveau d'Oracle dans les évolutions. Ensuite, on a beaucoup de cadrages qui sont faits entre la compta et la gestion. Et donc là, le postulat aussi de base qui a été pris, c'était on duplique tous ces cadrages s'ils sont à destination de tiers. Donc, je m'explique, en fait, à destination de tiers, en fait, c'est s'ils sont remis, par exemple, au commissaire aux comptes, s'ils sont remis à l'administration fiscale, s'ils sont remis à la CPR, etc. Donc, voilà nos postulats de base qui ont fait qu'on a voulu avoir le moins d'impact possible. Déjà, donc comme je disais, pour des contraintes budgétaires, et deux aussi pour avoir le temps de cette mise en œuvre, parce que la décision a été prise en juillet 2021 de faire ce FRPS. Et on est parti sur donc une création du FRPS au 1er décembre 2022, mais rétroactif au 1er janvier 2022. Donc, ça veut dire que au niveau du détourage, comme ça a déjà été évoqué, au niveau du détourage, au niveau de la précision de qu'est-ce qui va partir ou pas, on a dû se baser sur les données au 31 décembre. Donc, tout ce qui a été bilan d'apport a été fait sur la base du bilan du 31 décembre 2021. On a voulu détourer donc tout l'actif à cette date, et on a aussi anticipé en fait les flux pour les orienter, comme je l'expliquais tout à l'heure, à partir du code produit, à partir de fin 2021 également, pour en fait faciliter la bascule en production qui va se passer et qui va se dérouler à partir de demain. Donc, par rapport à tout ça, donc il y a eu le bilan d'apport qui a été constitué, qui a été validé par un commissaire aux apports et qui ensuite a fait partie du dossier complet qui a été envoyé à la CPR, où là, il y a eu des allers-retours avec la CPR, et on a reçu l'agrément très tardivement, puisqu'on a reçu l'agrément il y a 2 semaines pour un début d'activité demain. Donc ça, c'est pour tout ce qui est juridique et puis élaboration, cadrage. Ensuite, il y a eu des expressions de besoin qui ont été faites, parce que même s'il y a peu d'évolution, on a quand même tous les cadrages qui ont pu évoluer, qui ont été scindés en 2. Le paramétrage qu'il a fallu aussi déterminer pour les différents outils. Donc, il y a une expression de besoin qui a été réalisée en début d'année 2022, et puis qui a été recetée de juillet à peu près à aujourd'hui. Par rapport à ça aussi, comme on a une migration qui impacte plusieurs services, puisque il y a l'actif, il y a le passif, il y a la conso. On va basculer aussi IFRS 17 pour cette nouvelle entité. Donc, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que pour nous permettre d'être plus opérationnel et plus productif lors de la mise en production, on a fait en sorte de faire une recette de bascule à blanc qui s'est déroulée sur septembre, à peu près septembre-octobre, et qui nous a permis de valider le plan de bascule qu'on avait élaboré et de l'étoffer et de chronométrer aussi les actions qui étaient à faire dans la migration réelle.
On a eu aussi un volet fiscalité, comme le précisait Eric tout à l'heure. En fait, cette nouvelle entité, elle va devoir faire des déclarations fiscales propres. Donc, on a dû déclarer dans les différents outils de déclaration de l'administration fiscale la nouvelle société pour qu'on puisse faire nos déclarations dès le début de l'année 2023. Ajouté à tout ça, donc il y a un volet RH aussi qui existe, un volet organisationnel, puisque comme je le disais, il va y avoir des processus qui vont être doublés. Donc ce qu'on faisait aujourd'hui une fois pour Predica, demain on va le faire 2 fois, une fois pour Predica et une fois pour Crédit Agricole Assurance Retraite. Donc par rapport à ça, on a dû dans le cadrage, lors du cadrage, regarder quels étaient les processus qui étaient doublés, combien de temps ça allait nous prendre. Et on a pu ainsi quantifier les nombres de TP nécessaires pour tenir cette nouvelle activité, sachant qu'on a essayé quand même de faire des économies, là encore, pour permettre, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui sort vers l'extérieur et dispatché. Par contre, tous les contrôles qui sont faits en interne et qui nous permettent de faire des contrôles un peu globaux, ceux-là, on les a laissés mutualiser entre Predica et cette nouvelle entité FRPS pour privilégier la productivité et nous éviter de faire des contrôles en double. Donc voilà, donc là, le premier arrêté qu'on va faire pour cette société FRPS, c'est l'arrêté du 4e trimestre. Donc, on est sur les starting blocks puisque ça commence dès demain. On doit encore se caler. On a fait des conduites de changement aussi parce qu'il y a à peu près une 50aine d'utilisateurs qui sont impactés par cette nouvelle société. Donc, on leur a mis à disposition tout un kit de documents pour leur permettre de se retrouver dans cette nouvelle société, de savoir qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui reste à l'identique. Et comme je le disais, demain, on a la migration qui commence et qui va consister donc à reprendre le bilan d'apport et également de reprendre tous les flux depuis le début de l'année pour qu'on puisse sortir les comptes arrêtés au 4e trimestre comme si la société FRPS avait existé depuis le début de l'année. Voilà. Donc, juste pour remercier tout un chacun d'avoir pris le temps de participer à ce webinaire. Alors, c'est un sujet d'actualité, le FRPS, et aujourd'hui, plus que jamais, les acteurs se mettent en ligne de marche pour décrocher ce Saint Graal, parce que à partir du 31 décembre 2022, il sera très difficile de postuler à l'obtention d'un agrément, voire impossible, sauf dans certains cas d'études mais à la discrétion de l'ACPR. Et du coup, ce faisant, il y a pas mal d'agréments qui ont été arrachés jusque récemment. Au total, nous avons compté une vingtaine, donc plus précisément 17 acteurs qui ont reçu l'agrément de mise en place d'un FRPS, plus Crédit Agricole Assurance, dont Christine parlait tout à l'heure, qui va rejoindre le groupe et le compléter à 18 acteurs qui recevront cet agrément FRPS. Voilà, c'est quelque chose qui a été, c'est un projet qui a été dense, sur lequel plusieurs acteurs ont travaillé. Et après l'obtention de l'agrément du Crédit Agricole, je pense qu'il en restera encore 2 sur la liste d'attente, notamment Kerialis, UMR, et un troisième dont le nom m'échappe. Mais voilà, c'est pas mal de travail pour les équipes comptables, pour les équipes actuarielles. Et in fine, ces différentes équipes commencent à voir le bout du tunnel. Donc voilà, c'était un sujet vraiment d'actualité qui nous tenait particulièrement à cœur parce que au sein du cabinet, on a pas mal de consultants qui travaillent sur cette problématique. Et merci à vous, du coup, d'avoir pris le temps de participer à ce webinaire. Et si jamais, même si vous n'avez pas forcément des questions qui vous viennent à l'esprit là maintenant et que par la suite, vous avez des questions après ce webinaire, n'hésitez pas à nous contacter en off.
pour les poser. Et puis, si vous avez besoin également de documentation spécifique, notamment sur la liste exhaustive des différents acteurs qu'on a pu avoir et tout ça, n'hésitez pas à nous contacter et on se fera le plaisir de vous transmettre les réponses à vos questions. Voilà. Merci à tous et à toutes et je vous souhaite de passer une très bonne soirée.